Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs les internautes. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la grande interview que nous réalisons avec le chef de file de l'opposition et également président de l'Union pour la République et la démocratie. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, à un an de la fin du mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta, quel jugement portez-vous à son bilan? Je voudrais d'abord vous remercier de l'intérêt que vous portez à l'URD, à son président et à l'opposition de façon générale. C'est bien la première fois qu'on nous interroge, après 4 ans. C'est déjà une marque de considération, je vous remercie. Et je profite de l'occasion pour saluer aussi vos internautes et vous féliciter pour la qualité de ce que vous faites. 4 ans après l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta, bien sûr que les Maliens s'interrogent, bien sûr que nous nous demandons quel peut être le bilan. Il est évident aujourd'hui que le bilan n'est malheureusement pas un bilan positif. Beaucoup d'attentes ont été dessus et nous attendions bien sûr à quelque chose de très important, c'est le retour de la paix et de la sécurité. À l'heure où je vous parle, vous savez que du début de l'année à maintenant, il y a déjà eu plus de 300 morts et que malheureusement depuis la signature des accords, ça ne fait que s'empirer. Nous sommes donc dans une situation extrêmement difficile où le pays est coupé en 2, sinon en 3. Donc le bilan à ce niveau-là est très mauvais. Si je rajoute à ça les problèmes liés à la gouvernance, les problèmes socio-économiques, je crois que globalement aujourd'hui, ce bilan n'est pas réjouissant. Alors, quelle est l'alternative que vous proposez aujourd'hui au peuple malien par rapport à cette crise? Non, je crois que nous avons, au sein de l'opposition, nous avons dit que cette crise interpelle. Nous n'avons cessé d'interpeller depuis 2013, 2014, par nos différentes manifestations, par nos marches, par nos meetings, par nos conférences de presse. Nous appelons à un dialogue beaucoup plus large. Il y a un réel déficit de dialogue dans ce pays. Il faut pouvoir s'écouter, il faut pouvoir s'expliquer. L'accord d'Alger est un papier qui a été signé, un acte que nous avons accepté, puisque c'est un acte, nous avons pris acte. Mais aujourd'hui, il est évident que le pays est dans une situation telle qu'il faudrait que l'ensemble des forces vives de ce pays se rencontrent, discutent. Que ce soit les partis politiques de la majorité de l'opposition, que ce soit la société civile elle-même, tous les grands leaders. Et je crois que cela manque foncièrement aujourd'hui. C'est pour ça que nous nous enlisons, que nous ne sortons pas de crise. Ce dialogue doit être différent de la conférence nationale d'entente? Vous croyez qu'il y a une conférence d'entente nationale? À part le mot, qu'est-ce qu'il en est sorti? Absolument rien. La conférence d'entente nationale a été faite d'abord pour qu'il y ait une charte. Cette charte n'existe pas. C'est maintenant qu'on veut mettre en place une charte. Cette conférence est partie pour 300 personnes. On a fini à plus de 1000 personnes. Cette conférence, les termes de référence ont été changés par les groupes armés. L'opposition elle-même n'a pas été invitée ou a été invitée au dernier jour avec seulement 5 personnes. J'ai vu d'ailleurs tout le rapport qui fait 170 pages. Ce que j'ai lu, il n'y a même pas le mot opposition dans le rapport, alors qu'on a démarché, on a tout fait pour qu'on y soit. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une conférence d'entente nationale, parce que le lendemain de la conférence d'entente nationale, à quoi on devait s'attendre? On devait s'attendre à un gouvernement dans lequel au moins tous les signataires des accords sont membres du gouvernement. Vous savez que les groupes armés ont refusé d'être dans le gouvernement. Mieux, la conférence est finie le 2 avril, le 6 avril, ils ont déjà fait une déclaration, ils ont fêté l'indépendance de l'Azawad. Ça veut dire donc que la conférence d'entente nationale n'était pas une, que c'était une façade, c'était une mascarade. Ce que nous voulons, c'est que les gens se parlent et qu'ils se disent la vérité. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose qu'on a appelé conférence d'entente nationale qu'il y a conférence d'entente nationale et qu'il y a entente nationale. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas eu de conférence d'entente nationale, il n'y a pas eu de résultats escomptés. Parce que la preuve, c'est qu'on est reparti de plus belle. Il n'y a jamais eu autant de tueries, autant d'attentats, autant de morts que depuis que cette conférence est terminée. Alors, toujours sur la conférence d'entente nationale, comme vous dites que ce n'était pas une conférence d'entente, mais si vous avez peut-être lu le rapport, il ressort dans le rapport qu'il faut ouvrir les négociations avec les forces djihadistes, notamment Iyad Ghali et Amadou Koufa.
Alors, il y a une polémique qui est née récemment où le président de la République pense que c'était une personne qui avait suggéré ça au cours des travaux. Est-ce que vous, aujourd'hui, si on doit négocier avec les forces terroristes, est-ce que vous êtes partant? Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le rapport. On a réuni plus de 1000 personnes, on a réuni peut-être des centaines d'organisations qui sont censées représenter les forces vives de ce pays. Cette conférence est à l'initiative du gouvernement et des conclusions ont été tirées. J'ai lu les conclusions et dans les conclusions, contrairement à ce qu'a dit le président de la République, il est bien dit dans les conclusions qu'il faut négocier au centre avec M. Koufa et au nord avec M. Iyad Agali. Je ne comprends pas que le président revienne sur ça. Ceci dit, ce qui est important, c'est d'avoir un vrai dialogue. Et ce que je vous ai dit sur cette conférence d'entente nationale, c'est que ce n'était pas un vrai dialogue. Ce n'était pas un vrai dialogue, c'est un dialogue orienté. La preuve, tout ce que nous avons dit n'est pas dans les conclusions de la conférence d'entente nationale. Donc je ne peux pas me baser sur ce qui a été dit à ce niveau, qui a été écrit, pour dire que je vais faire ceci, je vais faire cela. Ce qui est important, c'est que la décision qui va être prise, le choix qui va être fait, la direction qui va être donnée, doit être une direction partagée, acceptée par tous, pour qu'il y ait des résultats réels. Vous savez, on a signé les accords. Si les accords en eux-mêmes suffisaient, si le contenu suffisait, on aurait eu déjà la paix. Ça fait 2 ans que nous sommes en train de nous dépatouiller dans cette affaire de crise. Depuis 2 ans, ça ne fait que s'empirer. Ça veut dire donc qu'il faut trouver d'autres solutions, il faut accepter de discuter. C'est sur ça que je veux qu'on continue à discuter pour qu'une solution la plus optimale possible soit retenue et que cette solution ait des chances d'être mise en œuvre. Les gens pensent que c'est la France qui empêche le gouvernement de négocier avec les forces djihadistes. Mais ça, ce serait dommage, parce que le gouvernement est un gouvernement souverain, c'est un gouvernement élu par les Maliens, c'est un gouvernement mis en place, ce gouvernement doit s'assumer. Je ne pense pas que ce soit une excuse, comme si ce que dirait la France s'impose à nous. Si le gouvernement ne veut pas, il ne le fait pas. S'il veut, il fait. Je crois que ça ne peut pas dédouaner le gouvernement. Le gouvernement n'a qu'à prendre la décision. Le président a dit que lui ne négocie pas avec les groupes armés, dont acte. Mais il ne faut pas que le président dise que ce n'est pas dans les conclusions de la conférence dite d'entente nationale. Moi, je comprends qu'il ne soit pas d'accord avec les conclusions de la conférence d'entente nationale parce qu'elle n'est pas vraiment très représentative de l'ensemble de la population malienne. À mon avis, elle a raté le coche dès les termes de référence qui ont été modifiés par les groupes armés, qui ont exigé un autre format. Le gouvernement a accepté ce format. À partir de là, la conférence n'a de nom. N'existe que par le nom qu'on lui est donné. Et je crois que c'est ça qui est le plus important, c'est au président et au gouvernement de s'affranchir de cette affaire, de faire croire qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Et je crois qu'il faut sortir de ça depuis 4 ans, que le gouvernement est en place, que le président est en place, il doit savoir ce qui est bon pour le pays, et il doit travailler pour ce qui est bon pour le Mali. Alors, dans l'imaginaire populaire, les gens se demandent finalement à quel sens c'est voué. Il y a des gens qui disent que les politiciens ils sont tous pareils, et d'autres disent que ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition ont été vus ici aux affaires en son temps. Alors, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, si vous êtes aux affaires, vous allez changer la donne? Vous savez, comme dirait l'autre, ça appartient au bon Dieu de changer la donne. L'avenir n'appartient à personne. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours facile de se cacher. Ceux qui étaient là, le président était là. J'étais ministre du gouvernement malien. Et mon premier ministre, c'était Ibrahim Boubacar Keïta. On ne peut m'accuser de rien et de le laisser de côté. Je suis tellement surpris par les organes de presse qui font croire que le président est l'homme neuf et que nous sommes les hommes anciens. Mais nous étions sous sa coupe, c'était lui le premier ministre. En plus, il a été après président de l'Assemblée nationale, ministre des Affaires étrangères, conseiller diplomatique du président de la République et chef du parti politique. Et le parti politique qui était là demain. Et je crois que c'est vraiment des mauvais arguments. Quand on n'est pas capable de régler les problèmes, on se cache derrière les autres. Ou on dit que la situation, je l'ai trouvée complètement mauvaise, ou dans tous les cas, si c'est pas moi, c'est les autres, et les autres, on les a vus à l'œuvre. Mais bon Dieu, qui était à l'œuvre depuis 92 jusqu'à aujourd'hui? Le président Ibeka.
Il était là, il était le directeur de campagne adjoint du président Konaré en 92, pour ceux qui ne le savent pas. Il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée, aujourd'hui il est président de la République. Qui d'autre que lui peut se prévaloir du passé? Plus que lui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc je crois que c'est un faux problème. Aujourd'hui, on est dans une situation d'incompétence. On est dans une situation de manque de résultats. Et à part de là, on se cache derrière les autres. Nous disons que moi, j'ai eu à gérer. J'ai eu à gérer le ministère des Finances, j'ai eu à gérer le ministère de l'Équipement. Et je crois que, sans me vanter, on a eu de bons résultats et de très bons résultats. L'ensemble des partenaires peuvent en témoigner et l'ensemble des Maliens qui ont travaillé avec nous peuvent en témoigner. Aujourd'hui, nous avons un programme. On a proposé un programme. On a proposé une alternative. Les Maliens ont choisi un autre. Mais on attend l'heure du bilan. On ne commence pas à nous dire que dans tous les cas, si c'est vous, ce sera pire, alors qu'on ne nous a pas essayé, on ne nous a pas donné la chance de commencer. Je crois que c'est une sorte de fuite en avant. On doit gérer et juger. On doit surtout juger ceux qui sont là aujourd'hui. Est-ce que les résultats sont bons? Est-ce qu'ils ne sont pas bons? Tirer des plans sur la comète, franchement, c'est de faire la fuite en avant. Aujourd'hui, est-ce que les Maliens sont satisfaits de la sécurité qu'il y a dans ce pays? La réponse est certainement non. Est-ce que les Maliens sont satisfaits de la gouvernance avec les détournements, avec les marchés surfacturés, avec des marchés fictifs? La réponse est certainement non. Est-ce que les syndicats, est-ce que les groupes socio-professionnels sont satisfaits? La réponse est certainement non, avec toutes les grèves qu'on a. Est-ce que même la sous-région est apaisée? La réponse est non. Parce que malheureusement, ce qui se passe chez nous en train de se déverser sur les autres pays. Donc tout le monde est inquiet. C'est ça qu'il faut juger. À partir de là, on dit, est-ce qu'on garde l'équipe ou on change d'équipe? Est-ce qu'on change d'équipe avec quel programme? Venez nous expliquer votre programme. Regardons ensemble, est-ce qu'il est faisable, est-ce qu'il n'est pas faisable? Regardons ensemble s'il est finançable, s'il n'est pas finançable. Mais la solution ne peut pas être, ah, on vous a vu, donc vous allez être pire. Je crois que ça, c'est une fuite en avant, c'est manque de responsabilité. On doit dire aujourd'hui, la situation est très mauvaise, il faut que ça change. Et si ça change, qui peut apporter l'espoir? Sur qui on peut se reposer pour qu'on puisse aller de l'avant? Je crois que c'est comme ça qu'il faut poser le problème pour avoir une solution. Mais dans l'intérêt du Mali, est-ce que vous avez essayé d'aider le président de la République face à la situation? Ou bien vous l'avez laissé seul, se débrouiller pour attendre peut-être 2018? Je vais vous répondre en deux fois. La première fois d'abord, un président de la République, celui qui demande à être aidé. Il doit demander, aidez-moi pour telle raison, telle raison. On ne peut pas partir, nous, du principe que le président de la République qu'on a élu est incompétent et incapable, il faut que j'aille l'aider. Je crois que par politesse, machin. Ceci dit, j'ai demandé à le voir. Chaque fois que j'ai pensé qu'une idée mérite d'être mise sur la table, parce que je pense que ça peut aider le pays. Je l'ai vu une première fois en septembre 2014, exactement le 3 septembre 2014, pour lui dire ceci. Monsieur le Président, vous allez à Alger pour négocier. Il y a près de 200 Maliens qui vont aller à Alger. C'est le début des négociations. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait personne de l'opposition qui va à Alger. Donc, je me suis proposé, on s'est proposé que l'opposition fasse partie de la délégation pour y aller. Parce que j'étais convaincu que les résultats qui vont venir, s'ils ne sont pas satisfaisants, l'opposition va dire, je n'étais pas là et je ne suis pas d'accord avec ces solutions. Donc, on a essayé de l'aider, déjà, c'est du bon. On a eu à le rencontrer une fois, à sa demande, on est resté 3 heures avec lui. On lui a dit tout ce qui n'allait pas, sur le plan de la gouvernance, sur le plan socio-économique. J'ai pas besoin de le dévoiler devant la presse, mais c'est des rencontres qu'on a eues dans un cercle très restreint. Et dernièrement, j'ai été le voir, à mon initiative, quand il y a eu la grève des médecins, qui a duré 3 semaines et quelques, ou même plus. J'ai été le voir. Parce que les médecins m'ont contacté, ils m'ont dit, voilà une solution. Il faut en parler au président, j'ai été le voir. Je crois que je peux pas faire plus que ça. J'ai fait les critiques, j'ai écrit au président, j'ai écrit au premier ministre. Mais vous savez, depuis 3 ans et demi, j'ai jamais de réponse. On n'a même pas de réponse, même de simples tests protocolaires, on n'a pas. Je crois qu'il y a une limite à tout, on aide, on essaye d'aider, mais il faut qu'il y ait, en tout cas nous, je ne dis pas les gens, je parle que pour moi, je ne parle pas pour les autres, c'est sûr qu'il répond aux autres, mais en tout cas il ne répond pas à l'opposition.
ni lui, ni son cabinet, répond l'opposition. Donc ça, pour aider quelqu'un, il faut au moins qu'il y ait une sorte d'interaction entre vous. Et quand vous lui parlez, qu'il vous réponde. Mais s'il vous répond pas, qu'est-ce que vous faites? Mais en tout cas, j'ai été le voir encore tout derrière moi. Je me suis pas caché derrière ça pour lui parler de la situation grave de la grève des médecins. Il y a eu près de 300 morts dans les hôpitaux, si les gens ne le savent pas. Il y a des familles complètement endeuillées à cause de ça. Il y a des blessures graves, des gens qui ne s'en remettront jamais avec cette grève. Et je crois qu'il était de mon devoir d'en parler au président, de lui dire attention, la situation ne fait que s'empirer. Dieu merci, cette grève a été résolue aujourd'hui. Malheureusement, il y en a toujours en cours et la situation socio-professionnelle des gens inquiète. Et les gens sont inquiets. Alors, donc, nous sommes peut-être à un an de la présidentielle. Alors, comment l'opposition prépare ce rendez-vous? Ça, nous le gardons pour nous. Vous vous préparez bien? Bien sûr que nous nous préparons. Alors, les gens disent que l'opposition est divisée. Certains pensent que Modibo Sidibé est en train de prendre cette distance vis-à-vis de vous. Est-ce que vous pensez que c'est... Il faut demander à Modibo Sidibé. Je ne suis pas Modibo Sidibé. Mais nous, on travaille ensemble, on fait nos réunions ensemble. Les phares sont présents, l'URD est là, tous les autres partis d'opposition sont là. Je crois que s'il y a des divisions aujourd'hui, c'est plus dans le camp de la majorité. Quand on voit les membres du cabinet du président de la République qui quittent le navire, quand on voit des ministres, chefs de parti qui protestent bruyamment et devant tout le monde, je suis pas sûr que la division soit plutôt dans le camp de l'opposition. Mais on voit plus Tchéblé Ndramé avec vous que Modibo Sidibé. Modibo, c'est peut-être que vous regardez pas du bon côté. C'est tout. Vous pouvez pas. La preuve, c'est que la première fois que je vous rencontre, pourtant je suis là sur la scène depuis plus de 20 ans. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout un bon argument. C'est que vous regardez du côté qui vous intéresse. Hein? Mais il y a eu la création du pôle de gauche, je crois. Ah oui, mais les gens croient que c'est pas le premier truc créé. Il y a eu l'ADR qui a été créé avant. L'Alliance des démocrates rénovateurs, qui est là avec Tamba, ça a été créé avant. Ils sont une quinzaine de partis. Le pôle de gauche de Modibo a été créé, ils sont, je sais pas, 4 ou 5 partis. Mais ça, c'est pas du tout gênant. Ah, c'est pas gênant. Mais pourquoi ce serait gênant? Au lieu d'avoir dans nos réunions 15 personnes, s'il y a une personne qui représente les 15 partis, ouais, en quoi c'est gênant? Au contraire, ça nous rapproche, ça nous permet de mieux travailler ensemble. Ce n'est pas du tout gênant à l'opposition qu'il y ait plusieurs pôles, qu'il y ait des gens qui se sentent un peu plus en affinité, mais ça ne nous empêche pas de travailler ensemble. Mais par rapport à leur tendance, je sais pas. En quoi c'est gênant? Aujourd'hui, les problèmes des Maliens, vous savez, c'est des faux débats. On voit en France ce que ça a donné. Vous savez, si c'est libéral, non, il y a des libéraux avec la majorité, hein. Oui. Hein? Il y a des Benfana, il a la majorité, il est libéral. Il y en a qui se disent du centre. Au Mali, il y a même des non-alignés. Il y a toutes sortes de choses. Pourquoi des gens qui sont ensemble, qui ont la même tendance, ne se regroupent pas? Faites de la politique, vous répondrez. Pourquoi tous les organes de presse ne sont pas les mêmes? Eh ouais, pourquoi vous n'avez pas qu'un seul journal, un seul site web? Oui, chacun vous avez Maligel, il y a Maliweb, il y a Maliactu. Oui. Les journaux, il y en a une centaine. Oui. Les radios, il y en a une vingtaine. Oui. Pourquoi vous faites pas un seul organe? Oui. L'objectif, c'est d'informer les Maliens. Oui. Je crois que c'est pas une bonne question. En réalité, il faut laisser la pluralité des idées. Il faut laisser les idées éclore. Il faut laisser les propositions sur la table. Et on prendra les meilleures. Mais on va pas enfermer les gens. Vous savez, on a connu le parti unique depuis 60 jusqu'en 91. On ne va pas retourner encore à ça. Hein? Un parti unique, c'est pas parce qu'il y a un parti unique que tout le monde pense la même chose. Et on a eu le SRDA, on a eu l'UDPM. Aujourd'hui, on a libéré les initiatives, on a libéré les énergies, il faut laisser les gens penser. Donc, maintenant, vraiment pas gêné par ce pôle. Mais en quoi ça me gêne? Absolument pas. Dans tous les cas, les moments venus, on prendra des décisions ensemble, on a fait des meetings ensemble, on a fait des marches ensemble. Nous avons même fait des meetings avec la majorité. Hein, c'est l'opposition qui a initié cette marche pour aller à Gao. Donc vous voyez que pourtant on n'était pas ensemble et on peut pas nous soupçonner quand même d'être avec la majorité. Et pourtant il y a des fois où il y a une nécessité du moment, le besoin d'aider le pays, de parler haut et fort, que les Maliens comprennent ce qu'on veut, fait que nous avons des choses ensemble. Vous avez dit avec la majorité, il était à un moment donné, je crois que vous avez lancé une sorte de cadre de concertation
des partis politiques entre majorité et opposition, mais on ne sait pas maintenant où en sommes-nous. Non, vous savez, vous n'avez pas voulu savoir. On a écrit, on a diffusé dans la presse. Nous sommes avec des gens, on travaille avec eux. Le principal responsable du principal parti, il dit que nous voulons faire un coup d'État. Hein? Il m'a dit non. Vous travaillez avec nous dans la transparence, ou bien vous vous excusez. Parce que vous n'avez pas de preuves, ou bien vous apportez les preuves. On ne peut pas travailler dans des conditions comme ça. Nous avons rompu à cause de ça. Ou il fait la preuve qu'on est en train de préparer un coup d'État. Auquel cas, la justice n'a qu'à faire son travail. Ou bien il n'a pas de preuves, il présente des excuses pour qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Voilà les raisons de notre rupture avec la majorité. Il n'y a pas plus ni moins que ça. Un minimum de respect quand on travaille avec des gens. On est des républicains. On travaille dans des conditions bien claires. On n'invente pas des choses pour faire je sais pas moi, de la communication, la mauvaise communication d'ailleurs. Et c'est pour ça que nous avons rompu avec eux. C'est rien d'autre que ça. Les gens vous trouvent plus technocrate que politique. Est-ce que vous partagez cette assertion? Moi, je ne partage rien. Les gens me trouvent comme ils pensent. Vous savez, dans tous les cas, il faut les deux. Quelqu'un qui est que politique, qui ne sait pas ce qu'il fait, n'a pas d'intérêt. Quelqu'un qui est technocrate, qui n'a aucun sens politique aussi, n'intéresse pas les gens. La vie n'est pas que un ou deux. La vie, c'est les deux en même temps. Les deux en même temps. Vous devez réfléchir à ce que vous faites. Vous devez réfléchir comment faire ce que vous souhaitez faire. Mais vous devez aussi avoir le sens de l'humain, le sens des préoccupations des uns et des autres. C'est pour ça qu'il faut faire les deux en même temps. Il faut un juste équilibre, bien sûr. Il y a des moments où l'aspect technique doit dominer, parce que le sujet que vous êtes en train de traiter est un sujet éminemment technique. Il y a des moments où c'est l'aspect politique qui doit dominer, parce que, à ce niveau-là, le sujet est éminemment politique. Donc, être les deux en même temps, je crois que ce n'est pas un inconvénient, bien au contraire, ça devrait être considéré comme un atout. Ça veut dire que nous sommes des gens qui sommes dans la société, mais nous avons aussi les pieds sur terre. Il faut avoir les pieds sur terre. Il faut pas être le politicien qui est là, qui est roublard, qui raconte des histoires, qui promet tout, qui ne se préoccupe même pas de savoir comment il va l'exécuter. Nous, ce que nous promettons, nous sommes sûrs qu'on peut le faire. Sinon, on ne le promet pas, ça ne sert à rien. Quand on ment, on est toujours attrapé un jour par le mensonge. Il faut pas mentir aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire aux gens ce qu'on peut faire et le faire. Et dire aux gens ce qu'on peut pas faire et dire on ne peut pas le faire. Il faut pas être là derrière le pouvoir, vouloir coûte que coûte être là, mentir aux gens pour qu'aujourd'hui on est dans une situation qu'on connaît aujourd'hui où tout a été promis aux Maliens. On va faire la paix, on va ramener Kidal, on va chasser les groupes armés. Vous allez voir ce que vous allez voir. Aujourd'hui, où en est-on? Où en est-on? S'il était un petit peu plus technocrate, peut-être qu'il n'aurait pas fait tant de promesses. Mais on vous entend moins en tant que chef de l'État. Si vous ne voulez pas me demander, m'entendre, comment voulez-vous m'entendre si je ne reçois pas les médias? Comment voulez-vous m'entendre que vous, Maligette, depuis 4 ans, c'est la première fois que c'est la première fois que vous venez me voir. Où voulez-vous m'entendre? Parce que laissez-moi continuer, parce que quand on est à l'opposition, on ne court pas après. C'est la réalité, elle est là. Sinon, on nous entend. Ceux qui veulent nous entendre, souvent, c'est les radios étrangères qui nous appellent. Même le sujet que vous abordez, c'est les radios étrangères qui nous appellent. C'est pas les radios locales, parfois. Celles qui nous appellent nous entendent. Mais les grands médias comme vous avez souvent fait votre choix. Sinon, vous venez nous voir. Vous êtes Benia Fonké, mais vous êtes aussi belge, je crois bien. Et dans le centre du Mali, il y a des conflits intercommunautaires. Et il y a même des responsables peuls qui ont mis en place des milices d'autodéfense, si on peut les appeler comme ça. Est-ce que vous avez cherché à éteindre ce feu en tant que peul? D'abord, je ne m'identifie pas en termes ethniques. Et je vous interdis de le faire. Je suis là, en tant que Smaïla Cissé, chef de file d'opposition, président de l'URT. Vous ne m'interviewez pas en tant que Peul, Sonraï, Bambara ou autre. Je vous l'interdis. Je vous l'interdis.
Maintenant, il y a une situation au centre, qui est une situation difficile. Et je vous ai dit que ce qu'il faut dans ce pays, c'est qu'on rassemble toutes les forces vives de ce pays, qu'on discute de l'ensemble de la situation. L'une des raisons pour lesquelles nous avons mis beaucoup de réserves au niveau de la conférence d'entente nationale, c'était justement parce que cette conférence d'entente nationale ne s'intéressait qu'au nord du pays. Nous avons dit que le centre est en train de s'embraser. Faites une conférence d'entente nationale et nous voulons parler que du nord. Je me refuse à rentrer dans ce débat ethnique. Je me refuse à rentrer parce que je ne sais même plus de quelle ethnie je suis, moi. Je suis malien, je suis fier d'être malien. Et c'est ça qui est important et c'est pour ce combat que je suis là. C'est ça le sens de mon combat. Mon combat n'est pas ethnique. Je ne suis dans aucun groupement ethnique. Je ne suis dans aucun rassemblement ethnique. Je ne suis dans aucune association à caractère ethnique. Donc ne ramenez jamais à moi les questions sur ce ordre-là, je vous en prie. Alors, un mot sur la visite du président français Emmanuel Macron au Mali. Il était récemment à Gao. Je crois qu'il a été accueilli par le président de la République. Et c'est vrai que ce n'était pas une visite officielle, mais côté malien, on s'est beaucoup réjoui que ce soit le Mali qui a été choisi comme premier pays en dehors de l'Europe à l'accueillir. Est-ce que vous avez ce même sentiment de fierté? Non, d'abord, moi j'étais pas là. J'étais pas au Mali quand il venait. La deuxième chose, vous avez une lecture sélective des choses. Vous avez pris une position où les Maliens sont fiers, ils sont contents. Ce n'est vraiment pas le sentiment qui paraît que moi je sens. Les Maliens sont, à mon avis, plutôt frustrés qu'ils ne soient pas venus à Bamako. Et je sais que le gouvernement, le président lui-même a tout fait pour que soit venu à Bamako. J'ai cru même comprendre que des chancelleries étrangères comme l'Union européenne ou l'Allemagne ont été saisies pour cela. Donc vous avez une lecture complètement sélective des choses. Et même si on regarde sur votre média, si on regarde les commentaires des internautes, les Maliens ont pris ça plutôt comme une humiliation, que le président français ne soit pas venu à Bamako, que le président Ibeka soit été obligé d'aller à Gao pour l'accueillir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas venu voir les Maliens, il est venu voir les troupes françaises. Il n'y a pas de fierté quelconque à avoir dans ça. Si vous en êtes fier, moi franchement ça me laisse complètement indifférent. Il est venu voir les Français, il est venu voir les Français. Et les Maliens, dans leur grande majorité, y compris au sein du gouvernement et dans les hautes sphères du pouvoir, se sont sentis frustrés, presque humiliés, que le président Macron ne soit pas venu au Mali. Ça, c'est un sentiment partagé. Je comprends pas que vous ayez un sentiment de fierté. Je vous laisse votre fierté. Et moi, je ne partage pas du tout cette fierté-là. Franchement, j'étais pas là, donc je connais pas un peu tous les dessous de l'affaire. Mais le sentiment que j'ai retenu, c'est plutôt l'autre que le vôtre. Alors, une autre question par rapport à la France. On a vu comment le paysage médiatique français s'est métamorphosé. Est-ce que c'est possible au Mali que ça se métamorphosé, c'est-à-dire? C'est-à-dire que vous avez... le paysage politique. Aujourd'hui, il y a eu un changement dans la zone politique où ce n'est plus les grands partis gauche-droite qu'on voyait, mais aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui pratiquement entre les dérives qui a pu accéder à l'Élysée. Est-ce que vous pensez qu'au Mali on peut faire ça? Vous savez, au Mali on a fait pire que ça. On était 28 candidats. Ils sont tous où là? Tout le monde s'est précipité chez Ibeka. Donc s'il y a quelqu'un, ça se passe comme ça. Au temps d'ATT, ça s'est passé comme ça. Ce que la France n'a rien inventé, que nous on a déjà fait. Y compris dans les médias, y compris dans la classe politique, y compris dans la société civile. Ça se fait comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un pays, ça se gère avec des hommes politiques. Comme vous avez dit, il faut un peu de technocratie, un peu de politique. Et si Macron a une qualité, c'est qu'il a un peu de politique, il a un peu de technocratie. C'est que les gens oublient, c'est qu'il était dans un parti. C'est que les gens oublient, c'est qu'il a été secrétaire général de la présidence. C'est que les gens oublient, c'est qu'il a été ministre de l'économie. Voilà. Tout. Bon, ça a des cas comme ça, il y en a au Mali aussi. Donc, c'est pour dire que, mais chaque pays a son histoire. Chaque pays a ses problèmes du moment. Chaque pays a sa sensibilité. Ce qui se passe en France ne peut pas se passer exactement au Mali parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Aujourd'hui, en France, on va où on veut.
Au Mali, on ne peut pas aller à Kidal. On ne peut pas aller à Tombouctou sans l'aménagement. On ne peut pas à Gao sans l'aménagement. Même le président ne peut pas aller à Gao s'il n'est pas protégé par l'aménagement. Vous avez parlé du centre aujourd'hui, on ne peut pas circuler dans le centre. On ne peut pas aller se promener dans le centre. Vous avez dit que je suis à Niafunke, oui, je ne peux pas aller à Niafunke. C'est pour vous dire que ce n'est pas du tout la même chose. Ne faisons pas des raccourcis. Hein, la France est en paix. Il y a une démocratie qui fonctionne. Nous, on est en guerre. Il y a une démocratie qui est menacée. Il y a un déficit de dialogue réel. Il y a une corruption partout. Et il y a une insécurité qui se généralise. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, on s'achemine vers la fin. Et le président ATT, il est toujours à Dakar. Quelles sont vos relations? J'ai une très bonne relation avec le président ATT. Quand je vais à Dakar, si j'ai l'occasion de le voir, je vais le voir. Il m'arrivait de le voir. Est-ce qu'il vous donne des conseils? On discute, un homme libre, un conseil, je suis pas son enfant. Je suis pas son enfant. Oui. Mais d'accord, vous avez certainement un dernier message? Non, le dernier message, c'est que nous sommes disponibles pour vous, hein, la presse, et que je suis heureux que vous soyez venus nous voir. Mais je vais dire aussi aux Maliens que la situation est très mauvaise et qu'il nous faut nous ressaisir et qu'il faut se parler en vérité et que ce n'est pas des incantations qui vont faire la République. Ce n'est pas en traitant l'opposition d'ennemi de la nation que la nation va se redresser. Chaque individu dans ce pays-là a un brin d'intelligence qui peut aider le pays. Chaque fois qu'il faut écouter les gens, il faut les écouter. Et nous avons fait une opposition qui est responsable, qui est restée républicaine. Personne ne nous a vu brûler des pneus. Personne ne nous a vu casser quelque chose. Ce qui n'a pas été le cas de certains opposants qui aujourd'hui sont au gouvernement. Il y a des morts d'hommes. Il y a des bâtiments saccagés. Il y a même l'Assemblée nationale attaquée dans ce pays-là. C'est pour ça que notre offre de dialogue doit être saisie. Parce que nous voulons le bien du pays. Mais nous allons critiquer sans complaisance. Parce que c'est la vérité qui doit prévaloir. Mais pourquoi certains opposants vous ont quitté pour aller à la majorité? Parce qu'il y a beaucoup de la majorité qui nous ont quittés pour venir à l'opposition. Les seuls qui nous ont quittés... C'est vice-versa. Bien sûr que c'est vice-versa. Les seuls qui nous ont quittés, c'est le groupe de... Comment il s'appelle? Koïta? Oui, il y a Koïta qui est parti, oui, c'est vrai. Mais il y a d'autres. Très fidèle. Mais ça allait lui demander ses raisons, hein. En tout cas, il n'a pas discuté avec moi avant de partir, il ne s'est pas bagarré avec moi avant de partir. Il a eu peut-être d'autres attraits plus intéressants que je ne peux pas. Vous avez été l'interroger pour savoir pourquoi il est parti? Non, pas encore. Mais allez-y, l'interroger, il va vous dire, il va vous dire. Je pense qu'il est plus à l'aise là-bas. Bon, mais ça, c'est vraiment, je ne vais pas le juger, c'est son choix. Il y a des groupes de partis entiers qui sont venus chez nous. Vous le savez, vous n'avez pas couvert. Hein? Peut-être qu'on n'a pas été invité. Non, mais pas besoin de vous inviter. Je vous ai pas invité, vous êtes là. Donc, ça n'a rien à voir. Non, je veux seulement que vous soyez moins partisans, que vous jouez votre rôle de regarder l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de cette société. Ça ne vous apportera rien. De donner des sentiments que vous écoutez que pour défendre un camp ou l'autre. Et j'espère aussi que je ne serai pas censuré comme d'autres radios me censurent. Et ce sera peut-être la dernière fois si je suis censuré que je vous reçois. Voilà, donc c'est très important. Mais je vais dire seulement pour sortir du ton de la plaisanterie que notre pays va mal. Et qu'aujourd'hui, si nous ne ressaisissons pas en tant que Maliens, au lieu de mettre toujours sur le dos des autres, c'est la France qui veut passer ici, c'est des gens qui nous empêchent d'acheter des armes, c'est un pays que nous avons trouvé en lambeaux. Je crois que c'est pas ça qui va régler le problème. Des incantations, c'est des façons de fuir ses responsabilités. Une fois qu'on est élu, c'est qu'on peut faire quelque chose, on doit faire quelque chose, et il faut faire quelque chose. Et ça, ce n'est pas fait. La situation sécuritaire n'a jamais été aussi mauvaise depuis 2012-2013 que maintenant. L'aller et venue dans notre pays n'a jamais été aussi difficile que maintenant. Les problèmes de corruption, les problèmes de marché fictif, les surfacturations n'ont jamais atteint un niveau comme maintenant. Le désamour même du Mali par rapport à l'extérieur n'a jamais atteint un si mauvais niveau. Quand vous allez à l'extérieur aujourd'hui, vous êtes malien, vous baissez un peu la tête. Parce que nous avons perdu dans tout, que ce soit en diplomatie, que ce soit en règlement, que ce soit en attrait. Les investisseurs ne viennent pas.
Et la situation sociale est mauvaise aujourd'hui. Demandez les différents syndicats pour dire où est-ce qu'ils en sont. Demandez les ménagères qui vont au marché. Demandez les hommes d'affaires si les affaires marchent. Demandez aux étudiants s'ils étudient. Demandez à ceux qui vont se soigner s'ils sont bien soignés. Demandez à ceux qui font les routes s'il y a des entretiens routiers. Aujourd'hui, vous pouvez pas aller à Gao, entre Mopti et Gao. Non seulement la route, il y a de l'insécurité, mieux il n'y a pas de route. Et depuis 5 ans, le pays est déjà coupé, ne serait-ce qu'à ce niveau, au niveau des infrastructures. Si vous prenez les cars, il y a des bombes. Si vous n'avez pas des entrées à l'aménagement, vous n'y allez pas. Je connais beaucoup de gens, pour aller à Gao, ils passent par Niamey. Ils font Ouaga à Niamey, pour rentrer par Ansongo, pour aller à Gao. Cette situation nous interpelle tous. Ce n'est pas une question de majorité, une question d'opposition. Et vous devez aider à faire réagir cette vérité. Et que le gouvernement prenne ces choses-là en main. Qu'il ne soit pas là aujourd'hui à se préoccuper des campagnes électorales. Aujourd'hui, on voit les minibus du RPM, on voit des distributions d'argent, on voit que tous les cadres qui sont à des postes importants sont obligés de contribuer, on voit des entreprises publiques, je peux vous donner des noms, qui sont là à donner de l'argent au RPM. Ne serait-ce que même ces derniers voyages pour mobiliser les gens. On achète les gens, on ferme les écoles pour aller accueillir le président. C'est des choses qui sont de la façade, c'est pas ça qui va faire avancer le pays. Aujourd'hui, il faut se dire que la situation est mauvaise. Il faut se retrouver, discuter, essayer de trouver des voies de sortie de crise. Voilà la situation aujourd'hui qu'on a au Mali. Et cette situation est vraiment dommageable. Merci bien, M. Cissé. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci à nos internautes et à la prochaine.